Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Mon nom est Pascal Noama et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette discussion sur l'industrie des fonds négociés en bourse ainsi que les solutions que Fidelité a à offrir de ce côté. Pour ce faire, je suis accompagné de Sébastien Fauché, stratège en FNB chez Fidelité. Au cours de ce webinaire, Sébastien nous fera part des principales tendances que son équipe et lui observent dans le marché et nous partagera aussi les solutions de Fidelité qu'il priorise dans le contexte actuel. Donc, tout d'abord, je veux tiens à mentionner aussi, au cas où il y a des questions de la part de l'audience, n'hésitez surtout pas à les mettre dans l'application pour qu'on puisse les relayer au cours de notre conversation. Donc, Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Pascal. Comme je mentionnais un petit peu dans l'introduction, les fonds négociés en bourse prennent de plus en plus une grande place dans l'industrie. Lorsqu'on a tendance à faire ces webinaires-là avec toi ou ton équipe, on commence généralement un peu par qu'est-ce qu'on voit, où l'argent se dirige. Donc, peux-tu nous faire un petit topo de ça pour commencer? Oui, mais on peut garder peut-être plus général pour commencer. Ce qui est intéressant, parce qu'on est Fidelité, on est une firme de gestion active, évidemment. Les gens nous associent évidemment plus du côté fonds mutuels. Fait que faire une comparaison peut-être fonds négociés en bourse versus fonds mutuels dans l'industrie depuis les dernières années. L'année dernière, c'est 77 milliards d'entrées nettes d'actifs en fonds négociés en bourse au Canada. Ça, c'est pas Fidelité, là, c'est vraiment au Canada dans l'industrie générale. Du côté fonds mutuels, on parle d'environ 25 milliards. Cette année, la tendance se continue. On le voit encore fortement. On parle d'environ 85 milliards du côté fonds négociés en bourse. Fait qu'on a déjà battu le chiffre de l'année dernière, puis on est autour du 22 octobre en date d'aujourd'hui. Puis le fonds mutuel se retrouve encore dans la même région. C'est rien contre le fonds mutuel. Là. On est sur une gestion active. Puis d'ailleurs, Fidelité occupe une très grande proportion de ses ventes nettes du côté fonds mutuel. Mais c'est juste pour montrer la tendance qu'on a du côté fonds négociés en bourse. On parle beaucoup des frais, on parle beaucoup de MRCC3. Je ne veux pas nécessairement embarquer là-dedans, mais la discussion du fonds négocié en bourse est juste de plus en plus présente. Puis c'est de faire réaliser aux gens que l'argent aussi s'en va là depuis quelques années. Ça, c'est surtout dans les dernières années, parce que ça reste que, juste pour mettre un peu dans le contexte, l'apport de l'actif en général au Canada, en fonds commun, il y a pratiquement 4 fois ce qu'il y a en fonds négociés en bourse, mais au cours des dernières années, comme tu le dis, c'est vraiment une tendance qu'on voit que les gens favorisent plus les FNB. Ça, c'est important à le mentionner parce que le fonds négocié en bourse est en croissance, donc profite de cette croissance-là, mais il y a aussi beaucoup moins d'actifs du côté fonds négocié en bourse. En ce moment, on est autour de 660 milliards d'actifs au Canada du côté fonds négocié en bourse. En fonds mutuels, on est à 2500 milliards. Fait qu'il y a quand même beaucoup plus d'actifs. Fait que des années comme 2022, 2023, qui sont un peu plus difficiles du côté rendement, bien, ça affecte automatiquement les fonds mutuels qui ont plus d'actifs, donc en vente nette, automatiquement. Mais du côté Fidelité, je pense que ça va très bien de ce côté-là, des deux bords fonds mutuels, fonds négociés en bourse. Puis on se lie à l'élan du côté fonds négociés en bourse, puis on le voit dans les chiffres aussi. On est rendu à quasiment 22 milliards d'actifs chez Fidelité en fonds négociés en bourse. Cette année, c'est très impressionnant. On parle de 8,5 milliards d'entrées. Essentiellement, on double le nombre d'entrées du côté fonds négociés en bourse à chaque année. Donc, on est très content de ce côté-là. Puis si on prend un pas de recul puis on regarde dans l'industrie en général, les tendances que tu vois, que ton équipe voit en termes de où se dirige l'actif, ça ressemble à quoi? Bien oui, on le fait à chaque webinaire avec Étienne à chaque mois. Là, je le remplace pour ce mois-ci. So if we can put up slide number 1, donc les tendances du mois de septembre. Il y a encore, bien, on va juste rapidement, ce graphique-là, je trouve que c'est super intéressant, juste voir un peu, bien, l'argent s'en va où. À gauche, c'est les actifs totaux. Donc, j'ai parlé tantôt du 664 milliards du côté fonds négociés en bourse. C'est le total que vous voyez en bas à gauche. Au milieu, c'est les entrées nettes du côté fonds négociés en bourse au mois de septembre uniquement. Puis à droite, c'est les entrées nettes depuis le début de l'année, donc en date de fin septembre. Commençons par la gauche, côté actif. Pas grand-chose à dire. Je pense que c'est important puis qu'on voit depuis quelques années. La proportion revenu fixe est à 26 elle était à 31 il y a 2-3 ans. Fait que le revenu fixe, clairement, on commence à réduire en termes de pondération totale. Fait que même si le fonds négocié en bourse est en croissance, on voit qu'il y a une plus grande croissance du côté action, mais surtout aussi, c'est à cause d'alternatives de l'autre côté. C'est sûr que le rendement du côté revenu fixe n'a pas aidé, mais l'alternative qui monte, le rendement qui était un peu moins agréable, disons-le, du côté revenu fixe, fait en sorte qu'il y a une petite baisse du côté revenu fixe. Ce qui est intéressant, c'est la colonne au milieu, donc celle du mois de septembre, les entrées nettes qu'on voit au mois de septembre, parce que là, on détecte les tendances. Puis, ce qu'on voit au mois de septembre, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois maintenant, l'international a dominé. Donc, l'international domine beaucoup, surtout versus les États-Unis. Par le passé, on voyait les États-Unis dominer un peu plus. Cependant, au mois de septembre, oui, l'international a continué de dominer, mais pas par autant que les autres mois. Il commence à avoir un certain rattrapage des États-Unis. Puis en même temps, vous voyez le Canada, le seul commentaire, le Canada, clairement, est en décroissance. Donc, il y a vraiment moins d'actifs qui rentrent au Canada. Surtout, évidemment, ça, c'est les actifs au niveau canadien. Donc, généralement,
au Canada, les gens préfèrent le Canada. Donc, le fait qu'elle soit en forte régression par rapport aux États-Unis ou à l'international, c'est une question peut-être à se poser par rapport à ça. Fait que pour revenir là-dessus, donc l'international qui est encore là, mais peut-être un peu moins qu'auparavant depuis le début de l'année. Puis si on regarde dans les autres portions, évidemment, en termes de croissance depuis le début de l'année, ce qu'on voit le plus important, les 2,9 %, c'est alternatif et commodité. Commodité, on le sait tous, l'or, etc. fortement depuis le début de l'année. Puis l'autre à 9,1 %, c'est l'alternatif. L'alternatif, évidemment, devient de plus en plus, pas important, mais les gens s'intéressent de plus en plus à l'alternatif. Puis aussi, le fait que le revenu fixe a moins bien fait, les gens commencent à rotationner vers l'alternatif. Puis on voit le dernier chiffre en bas, ce qui est intéressant, 12 milliards d'entrées nettes d'actifs au mois de septembre du côté fonds négociés en bourse. C'est le deuxième mois le plus important de l'histoire. Le premier est encore le mois de mars de cette année. Okay. Donc, mois de mars de cette année, maintenant, au mois de septembre, le deuxième meilleur mois de l'histoire d'entrée nettes du côté fonds négociés en bourse. Donc, excellente croissance. Si on regarde, j'allais dire, la colonne de droite ou à droite complètement sur le graphique, on voit les entrées depuis le début de l'année. Certains des thèmes que tu mentionnais pour le dernier mois s'appliquent aussi, dans le sens qu'on voit que l'international est devant sur les États-Unis. Une des catégories qu'on voit aussi dans le bas du tableau, que tu n'as pas nécessairement mentionné quand tu parlais des entrées mensuelles, la catégorie multi-actifs, qui est le segment où Fidélité est très, très fort parmi l'offre de FNB qu'on a aussi. 8,5 milliards d'entrées nettes du côté multi-actif depuis le début de l'année. Oui. Et Fidélité dans les FNB simplifiés, on parle d'autour de 6 milliards. Donc, en termes de proportion, on a une très grande proportion de cette catégorie multi-actifs. Puis ça vient aussi avec 98-97 % de nos actifs sont détenus à travers des conseillers financiers. Donc, un conseil est très important de notre côté, ce qui fait en sorte que des produits peut-être plus diversifiés, plus équilibrés, résonnent beaucoup plus dans un conseil que des investisseurs qui font la pièce. Donc, je pense que ça explique une des raisons pour laquelle on est très présent du côté multi-actif. Puis, on va en parler tantôt aussi du côté FNB simplifié, mais ça va bien aussi du côté rendement, ce qui explique que cette catégorie, on commence à la dominer, surtout depuis le début de l'année. C'est quand même assez impressionnant. Puis sinon, à droite, les autres chiffres qu'on voit aussi, souvent les gens, peut-être une petite parenthèse sur la crypto, on voit qu'il y a quand même un flux actif important au dernier mois aussi, principalement. C'est plus nécessairement le Bitcoin. C'est sûr qu'il y a encore le Bitcoin des terres, mais là, c'est les autres types de crypto qui montent. Particulièrement, le dernier mois, ça a été le nouveau coin, le Solana, qui représentait 50 % des entrées nettes d'actifs. On peut voir un peu l'argent, ça va où. Je pense que c'est très intéressant parce que ça se reflète aussi du côté fonds mutuels. Là, c'est le fonds négocié en bourse, mais ça se reflète du côté fonds mutuels, puis ça se reflète dans ce que les gens achètent. Donc, clairement, il y avait une tendance à l'international depuis le début de l'année. Il commence à avoir un certain ralentissement. Les États-Unis commencent à revenir. Puis d'ordre général, évidemment, tous les multi-actifs alternatifs crypto commencent à avoir une tendance d'ordre général. Donc, je te ramène sur les multi-actifs, justement. Tu as parlé des portefeuilles de FNB simplifiés qui représentent la moitié ou même plus de l'actif en fonds négociés en bourse qu'on a chez Fidélité. Fait que peux-tu un peu nous parler de ces portefeuilles-là? Comme les chiffres le démontrent, naturellement, sont très connus, beaucoup de gens les utilisent, mais pour possiblement les auditeurs qui sont un petit peu moins, peux-tu nous faire un peu topo là-dessus? Expliquer leur succès, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, etc. Oui, écoute, tout le monde le sait, commence à connaître nos FNB simplifiés. Ça résonne beaucoup dans l'industrie. C'est nos solutions qui sont évidemment le plus vendues chez nous. Je l'ai mentionné tantôt, je pense que le succès vient à travers le fait qu'on était peut-être un peu différent, puis aussi à cause du rendement. If you can pull out slide number 2, please. Donc, à l'écran, vous allez voir, ça, c'est notre gamme de FNB simplifiés. Donc, on a la portion 100% revenu fixe jusqu'à 100% action. 2 nouveaux produits, d'ailleurs, qu'on a lancés cette année. Donc, la 100% revenu fixe puis le revenu conservateur qui n'existait pas au début de l'année. Maintenant qui existe. Puis le reste, conservateur équilibré, croissance, action qui sont là maintenant. Le croissance et l'équilibré, d'ailleurs, on va avoir le 5 ans au mois de janvier. Donc, ça va être intéressant de voir le rendement du côté depuis 5 ans. Mais rapidement, là, ce qui fait la différence, puis vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là, on parle souvent de gestion passive, gestion active. Fidélité, on est une firme de gestion active. On a tout le temps été une firme de gestion active. On a l'objectif de battre le marché à long terme avec nos fonds de gestion active. Cependant, le fonds négocié en bourse, à la base, a été créé pour l'autre côté de la médaille, pour le passif. C'est le passif essentiellement qui est moins dispendieux. Vous suivez un indice tout simplement. Maintenant, Fidélité, comment faire pour réduire le frais, mais quand même intégrer une certaine gestion qui est dite active?
Et potentiel de et potentiel. surperformance. C'est là qu'on va aller chercher ce qu'on appelle le quantitatif, qui va être un entre-deux. Donc, entre le passif, entre l'actif pur, qui va vous donner la recherche de fidélité dans la construction du produit, de la manière qu'on l'a fabriqué, avec des ratios financiers, parce que Fidélité pense fortement qu'il y a certaines actions qui méritent d'être achetées, il y en a d'autres qui ne méritent pas d'être achetées. Mais aussitôt que ces ratios-là financiers sont déterminés, on le laisse aller. C'est géré d'une manière systématique. Il n'y a pas de gestionnaire qui intervient. Aujourd'hui, je veux acheter plus à l'international, je veux acheter plus aux US. Non. C'est vraiment fait géré d'une manière systématique, mais construit d'une manière active. Ce qui est un hybride, en fait, comme tu dis, entre l'actif-passif, ce qui permet aussi d'avoir un frais de gestion qui se situe à peu près entre les deux. Exact. Aussi, là. Donc, entre les deux, donc les frais de gestion, les gens vont se poser la question. Le passif pur, all-in, généralement, va varier entre 15 points de base et 30 points de base. Le quantitatif, nous autres, on va se retrouver entre 40 points de base et 60 points de base, dépendamment du produit. Puis l'actif pur, évidemment, là, on parle de 95 à 1,2 % total. Donc, je pense que c'est ça qui fait notre succès aussi, Ouais. ne veut pas, qu'on est un peu différent du pur passif. Puis si on regarde en termes d'entrée nette depuis le début de l'année, c'est super intéressant. En termes de compagnie, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce sont des gestionnaires ou des compagnies qui sont passives. Ouais. Fidélité, on est numéro 4 au Canada depuis le début de l'année, mais on est le premier du côté quantitatif et actif. Je pense que c'est vraiment ça qui fait notre différence versus la compétition. Puis juste pour être sûr que tout le monde soit au courant, on parle de fonds négociés en bourse, on parlait du frais de gestion, etc. Sachez que les stratégies dont on parle, oui, sont disponibles en FNB pur, en guillemets, mais sont aussi disponibles en version fonds commun. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement une licence en valeur mobilière ou pour quelqu'un qui simplement préfère transiger en version fonds commun, c'est possible de le faire et d'acheter les solutions dont on parle aussi. Puis, quand tu parles justement un peu de factoriel ou de quantitatif, comment ça se représente, comment ça se reflète dans les portefeuilles FNB simplifiés? Donc, généralement, on a différents facteurs, donc il y a différents styles de gestion, Ouais. mais tous les facteurs, puis on va le voir peut-être un peu plus loin dans la présentation, vont performer dans un différent cycle économique. OK? Cependant, le but du FNB simplifié, justement, c'est de battre le marché à long terme sans faire une certaine prédiction de style ou de facteur. Puis souvent, on définit style, facteur, quantitatif, c'est toute la même chose. C'est l'entre-deux essentiellement. Fait que Fidélité, où qu'on va se positionner par rapport à ça, c'est qu'on va essayer de s'assurer d'offrir un rendement qui est très constant. Ouais. Donc, de ne pas prédire un certain style en un certain temps. Et donc, c'est ce que les FNB simplifiés vont faire en recoupant 4 facteurs spécifiques. Puis je pense que les gens les connaissent. Donc, on va regrouper la qualité, la valeur, le momentum et la faible volatilité, qui sont 2 facteurs ou 4 facteurs qui performent dans différents styles économiques. Et on va les regrouper ensemble pour offrir de quoi qui est très constant. Puis évidemment, ça intègre des rééquilibrages. Je pense que c'est une excellente manière de définir ces produits-là. Donc, si on parle des 4 facteurs que j'ai définis tantôt en termes de rééquilibrage, le style valeur, les gens connaissent, on est chez Fidélité, les gens connaissent très beaucoup Daniel Dupont. Ce n'est pas un gestionnaire qui rotationne beaucoup. C'est un gestionnaire valeur, mais peut-être même plus de faible volatilité, disons-le. Taux de rotation chez nous du facteur faible volatilité va se retrouver entre 25 et 50 %, ce qui est similaire à Daniel Dupont. À l'opposé complètement, momentum, c'est peut-être pas Mark Schmel à 100 % mais il y a une portion de momentum dans Mark Schmel. Notre facteur momentum, les autres, va varier entre 150 et 175 % annualisé par année. Taux de rotation. Fait que ça montre un peu la rotation qu'on fait à l'intérieur des portefeuilles. Donc, c'est pas juste qu'on achète, on fait les ratios, on le laisse là. Non, il y a quand même 2 fois par année, donc une fois au mois de février puis une fois au mois d'août. On va refaire l'univers au complet de nos modèles. On va reprendre l'univers passif, on va rouler nos ratios financiers pour s'assurer d'aller choisir des actions qui ont le plus de sens dans l'univers actuel. Même que le momentum, on va le faire 4 fois. Parce que le momentum, le thème le dit, on va aller chercher le plus possible en termes de momentum sur le marché. Ouais. Puis tout ça fait du sens basé sur le fait que les différents styles que tu mentionnes ont un historique de surperformance. C'est ce qu'on a vu aussi depuis qu'on a lancé les portefeuilles de FNB. Puis si on regarde cette année, naturellement, un peu avec le contexte économique, l'international aux États-Unis, etc., qu'est-ce qui a plus fonctionné? Qu'est-ce qui a plus contribué à la performance des portefeuilles? If we can show slide number 3, please. Donc, vous allez voir l'attribution à l'écran, donc l'attribution depuis le début de l'année. C'est un graphique qui pourrait paraître compliqué, mais je vais vous l'expliquer. Regardez pour l'instant, regardez juste les lignes bleues. Oui. Toutes les lignes bleues, puis une ligne bleue représente un sous-jacent du FNB simplifié équilibré. J'ai mentionné tantôt, on veut regrouper tous les facteurs. Donc, essentiellement, vous allez retrouver les facteurs qualité, momentum, valeur, faible volatilité,
dans chacune des géographies. Donc, une au Canada, une aux États-Unis, une à l'international. On peut voir les lignes bleues, là, ceux qui sont le plus élevés. En général, c'est nos facteurs de momentum depuis le début de l'année. Donc, au Canada, c'est le facteur de momentum qui a le mieux performé. Aux États-Unis aussi, c'est le FCMO qui est notre facteur américain momentum qui a le mieux performé. Ce qui est le plus intéressant, évidemment, c'est de regarder à l'international. Oui, le momentum a été présent, mais ce n'est pas le meilleur facteur à l'international. Le facteur à l'international, c'est le facteur valeur qui a le mieux performé, puis on peut peut-être l'expliquer après. Mais d'ordre général, c'est vraiment le momentum qui a le mieux performé. Puis d'une manière relative, bien là, c'est les lignes vertes. Le relatif, évidemment, c'est à l'indice passif pur. Fait que si on regarde par rapport aux États-Unis, c'est par rapport au Russell 1000. Vous pouvez voir le faible vol, c'est là qu'il y a le plus grande sous-pondération. Nos facteurs de faible volatilité ont moins bien performé par rapport à l'indice passif pur. Puis depuis le dernier, c'est vraiment le momentum. Mais ça, c'est vraiment depuis le début de l'année. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'année passée, c'était complètement différent. Si vous avez assisté au webinaire avec Étienne, ça a été plus la valeur l'année dernière aux États-Unis. Fait que c'est ça l'objectif du FNB simplifié, c'est de regrouper tous les facteurs ensemble, vous allez avoir quelque chose qui est constant. Puis vous le voyez en termes de rendement depuis le début de l'année puis depuis la création, ça se comporte très, très bien. Puis même la réalité, c'est que même au sein d'une seule année, si on regarde 2025 en soi, il y a eu des périodes à la baisse où est-ce que le faible volatilité était la composante qui nous a le plus aidé. Puis là, que réellement, depuis le début de l'année, avec le rebond qu'on a vu aux États-Unis, entre autres, c'est la composante qui tire le plus derrière. Fait que c'est un peu l'idée d'avoir quelque chose de très diversifié. Puis en termes justement de quels facteurs aussi, il y a des styles en général que ton équipe et toi favorisez actuellement ou que vous envisagez prioriser dans les portefeuilles. Est-ce qu'il y en a que, selon toi ou selon ton équipe, méritent d'être priorisés? C'est une bonne question. Donc évidemment, nous autres, on essaie de ne pas prédire avec nos FNB simplifiés, mais veut pas, notre recherche quantitative fait en sorte qu'à chaque mois, on peut, à chaque trimestre surtout, on va regarder, ça nous donne un peu plus. À chaque mois, ça devient, ça change beaucoup plus. Mais si on regarde à chaque trimestre, on peut regarder un peu, on se retrouve où dans le cycle économique par rapport aux facteurs qui performent, par rapport au style qui performe. If you can show up slide number 4 for our audience, please. Donc, à l'écran, moi, je trouve que c'est un graphique qui parle beaucoup. Vous allez pouvoir voir le cycle économique, puis vous pouvez voir les différents thèmes ou les différents facteurs ou les différents styles de gestion qui performent différemment dépendamment du style économique. Donc, on n'est pas surpris. En début de cycle, principalement la valeur. Comme plus on s'approche du milieu, plus on s'approche du fin de cycle, généralement, le momentum va prendre le dessus. Puis en récession, c'est plus des actions de faible volatilité ou de qualité qui vont mieux performer. Donc, fidélité, évidemment, on essaie de pas dans nos FNB simplifiés, on va peu prédire ça, mais en même temps, on peut essayer de voir un peu on est où en termes de cycle économique par rapport aux facteurs qui performent actuellement. Si on regarde aux États-Unis, c'est assez clair. C'est clairement, on est en fin de cycle. Okay, les gens, souvent, ils montrent des bulles aussi par rapport à ce cycle économique-là. La bulle se retrouverait du côté américain en fin de cycle. Cependant, la diapositive précédente, j'avais mentionné le fait que la valeur à l'international a mieux fait que le momentum. Donc, l'international n'est pas dans le même cycle actuellement que les États-Unis. C'est ça qui est intéressant dans l'univers actuel. Puis c'est probablement la conclusion que je prends la plus intéressante du quantitatif ou des chiffres actuellement, c'est que les chiffres à l'international sont complètement différents des États-Unis. Au niveau économique. Au niveau économique. Puis on se retrouverait beaucoup plus, peut-être plus en début de cycle ou même milieu de cycle du côté international. Puis ça s'explique par le fait que c'est la valeur qui performe mieux à l'international versus aux États-Unis où c'est le momentum qui performe un peu plus. Puis je tiens à mentionner aussi pour l'audience, chacun des styles qu'on a mentionnés, que ce soit valeur, qualité, momentum, faible volatilité ou même dividende, qu'on n'a pas nécessairement parlé, un conseiller ou une conseillère peut acheter ce FNB pur-là s'il veut vraiment aller cibler un facteur en particulier pour une géographie en particulier. Naturellement, c'est difficile à faire et difficile à prédire et de mettre en place dans un portefeuille. Donc, on a aussi lancé justement des combinaisons, que ce soit du côté des portefeuilles FNB simplifiés qui sont mondialement diversifiés à travers 4 facteurs. Mais une des solutions qu'on se parlait un petit peu avant aujourd'hui, tu mentionnais que vous priorisez beaucoup plus, c'est même pour quelqu'un qui voudrait aller cibler une géographie spécifique, d'avoir la combinaison de ces 4 facteurs-là pour, disons, l'international simplement. Exact. Puis je pense que ça, c'est justement, je vais te dire un anglicisme, c'est game changer parce qu'on a eu du succès dans les FNB simplifiés, on a eu du succès dans du FEQT versus les compétiteurs passifs de ce monde. Les gens demandaient, est-ce que c'est possible d'isoler seulement la portion américaine pour mes clients versus le S&P 500? Est-ce que c'est possible d'isoler uniquement la portion internationale pour mes clients qui veulent se surexposer à l'international? Parce qu'avant, ce qu'on offrait, évidemment, c'est tous les facteurs, mais individuels. Puis
il y a certains facteurs individuels qui méritent d'être achetés, là, surtout si vous avez une conviction, par exemple, valeur internationale ou une conviction momentum aux États-Unis. Cependant, fidélité, dans notre approche, généralement, on essaie de vous offrir quelque chose qui va battre le marché à long terme, mais en étant quand même constant. On ne veut pas vous tirer dans le pied. Je pense que ça se démontre aussi à travers plusieurs de nos solutions. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a isolé justement ces portions-là. Donc, la portion internationale, la portion US. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à la graphique que j'ai mentionnée tantôt. L'international est en début de cycle. Ouais. Fait que comment faire pour surpondérer l'international sans surpondérer un facteur, sans surpondérer un style? Bien, on a la nouvelle solution maintenant, c'est FCIN, qui est d'ailleurs disponible en fonds mutuels aussi, là, donc que ce soit fonds mutuels ou fonds négociés en bourse. If we can pull out slide number 5, please, for the audience. En termes de chiffres, je pense que ça résonne beaucoup avec les conseillers. Je sais que le graphique paraît beaucoup à l'écran, puis je m'en excuse, mais je voulais juste vous énumérer quelques chiffres que je trouve intéressants par rapport à l'indice passif. Donc, le FCIN va se comparer au MSCI IFI pur traditionnel. Donc, vous allez chercher un encaissement des baisses qui est beaucoup plus intéressant. Donc, on va se retrouver au plus haut de 0,82. Mais on va quand même aller chercher un encaissement des hausses à 0,95. Donc, presque 100 des hausses, mais on protège mieux pendant les baisses. Exactement. Puis si on regarde en bas à droite, essentiellement, on veut répliquer le MSCI IFI avec une certaine méthode quantitative. Regardez la corrélation entre les deux produits. 0,97 en bas à droite versus, évidemment, le MSCI IFI. Vous avez à l'écran, évidemment, aussi les différents marchés baissiers. Je ne veux pas passer à travers de ça, mais ce qui est intéressant aussi en termes de chiffres, puis je sais, je vais peut-être vous perdre sur cette diapositive-là, mais je trouve ça intéressant de les montrer parce que c'est ce qui résonne avec le produit. Volatilité inférieure versus l'indice. Oui. Bêta inférieur versus l'indice. Ratio Sharpe, évidemment, supérieur versus l'indice. Donc, financièrement, c'est un produit qui a beaucoup plus de sens à l'international versus le MSCI IFI. Puis mon collègue Étienne a déjà fait une recherche là-dessus par le passé. À l'international, c'est là que nos recherches nos ratios quantitatifs ont le plus de bénéfices, ont plus de possibilités de générer alpha parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ne sont pas profitables à l'international. Il y a beaucoup de compagnies dans l'indice qui ne méritent même pas d'être des compagnies publiques, qui ne génèrent aucun profit. On les appelle des compagnies zombies. Aux États-Unis, il y a des critères pour entrer dans des indices. À l'international, il n'y en a quasiment pas. C'est un peu cowboy. Là. Vous achetez probablement une compagnie à 0,001 qui est dans son cabanon en arrière, en quelque part en Europe, puis il est en train de développer la prochaine navette spatiale, mais qu'il n'y a absolument rien là. On se comprend? Puis j'allais dire, c'est bien beau tout ça, mais la question qui tue, au niveau des performances, depuis que FCIN existe, qui est le toute action internationale, ou depuis même que si on combine là, les composantes sous-jacentes, au niveau de la performance, est-ce qu'on est arrivé à aller livrer ce qui était espéré? Ça va très bien, puis même mieux qu'on pensait. Okay. On est supposé d'offrir quelque chose de constant, puis là, ça va bien du côté à l'international. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est un marché qui, la gestion quantitative a plus de sens, encore plus qu'aux États-Unis puis au Canada, parce qu'il y a des actions qui ne méritent pas d'être achetées à l'international. Fait que rendement super intéressant depuis la création, mais ce qui est intéressant, c'est, encore une fois, j'utilise un anglicisme, la moyenne au bâton. On parle de baseball, des Blue Jays en ce moment, ou le batting average en ce moment du produit, va se retrouver en haut de 60 en moyenne. On parle de 65-67 Puis si on prend tous les produits individuels, donc la qualité, la valeur, la croissance, le momentum, puis le low vol, la faible volatilité, vous êtes en bas de 60 en général. Donc en regroupant les quatre ensemble, vous allez chercher une certaine stabilité qui est très intéressante. Puis ça, c'est disponible justement à l'international, encore une fois, tant sous forme de FNB, on parlait de FCIN, là, le symbole, mais aussi en version fonds commun avec un FID 1, 2, 3, 4. Disponible aussi ailleurs, donc au Canada et aux États-Unis? Exact. J'ai mentionné tantôt le même principe. L'international, c'est lui en ce moment, on a parlé du cycle. L'international résonne peut-être plus dans la conversation Puis avec on parlait aussi au début du webinaire comme quoi c'est une des classes d'actifs qui attire le plus d'entrée d'argent aussi. Donc, c'est un mix en ce moment. À l'international, c'est un peu la tempête parfaite. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Mais il y a le même produit qui existe aussi aux États-Unis ou au Canada. Puis aux États-Unis, if we can pull out slide number 6, c'est le même principe. Donc, un produit qui va se comparer essentiellement au S&P 500. Tu vas avoir une corrélation de 0,97 avec le S&P 500, mais qui va avoir un ratio de capture à la baisse qui est beaucoup plus intéressant. Aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que dans vos conversations avec les investisseurs, maintenant, vous avez un produit qui, tu sais, l'investisseur qui vient, moi, je vais acheter le S&P 500. Ouais. Moi, je vais acheter le produit qui, achète-moi juste le marché américain. Bien là, vous avez un produit qui va acheter essentiellement le marché américain, mais qui fait quand même un certain tri à un prix qui est très, très, très compétitif puis qui va offrir un ratio Sharpe qui est plus intéressant.
Puis une des choses qu'on entend beaucoup parler quand on parle du marché américain, c'est la concentration dans le top. Une des choses d'ailleurs qu'on ne voit pas nécessairement à l'international, mais aux États-Unis, les 10 plus grandes entreprises du S&P 500, c'est 40 ou presque de l'ensemble de l'indice. Dans nos portefeuilles, est-ce que c'est quelque chose qui se représente aussi? Ou? Même principe. Fait évidemment, du côté, si on regarde du côté la portion US, donc on regroupe les 4 facteurs ensemble, ça va être moins concentré que l'indice pur passif actuellement. Parce que les ratios financiers, c'est pas nous qui va décider ultimement, là, c'est les ratios financiers qui vont décider. Actuellement, on devra en acheter une certaine pondération. Si on regarde le S&P 500 en ce moment, là, il y a 2 semaines, là, ça a redescendu puis c'est plus rendu le cas, là, mais il y a 2 semaines ou il y a une semaine et demie, quand le marché a monté à des niveaux historiquement hauts, on a atteint le fameux 40 %. C'est-à-dire que ton top 10 aux États-Unis représentait 40 % du marché boursier. Ouais. Quand on y pense, là, c'est quasiment comme une prédiction active. C'est un fonds concentré dans 10 actions dans l'indice passif. Puis généralement, quand on achète l'indice passif, les gens achètent l'indice passif pour se diversifier, acheter le plus d'actions possible. Mais c'est un peu le contraire que vous faites quand vous achetez l'indice américain actuellement. And if we can show up, lastly, slide number 7, please. Vous pouvez voir qu'aux États-Unis, si on regarde aujourd'hui le S&P 500, 33,7 % se retrouvent dans les 7 magnifiques. Ouais. Donc, notre produit, évidemment, je ne peux pas dire combien il va se retrouver à chaque rééquilibrage, ça va changer, mais financièrement, les ratios nous disent que ça vaut pas on ne devrait pas acheter 33 %. Financièrement, en ce moment, on devrait en détenir 20,1 % au dernier rééquilibrage. Donc, on va en avoir, parce qu'il faut garder une certaine corrélation avec le S&P 500, mais on va être généralement en moins grande pondération. C'est sûr qu'une tempête parfaite, comme on a vu depuis le début de l'année. Surtout depuis le creux, là. Ouais. Exact. Surtout depuis avril, quand ton top 10 performe super bien, ton Max 7 performe super bien, puis tout le reste ne performe pas, c'est là un peu la tempête parfaite qui va être à l'encontre de nos produits. Puis même là, oui, on a sous-performé, mais pas tant que ça. Okay. Puis, on parle souvent d'indices équipondérés. Oui. Un indice équipondéré va aller chercher l'opposé complètement du S&P 500. Donc, va essayer d'avoir une pondération égale de toutes les compagnies. Mais quand vous achetez un indice équipondéré, vous enlevez tout le momentum du marché. Automatiquement aussi, vous allez chercher un biais de petite capitalisation et vous avez des actions qui sont automatiquement de moins grande qualité parce que vous avez plus d'actions du bas du S&P 500. Le FCIM va aller vous chercher peut-être un entre-deux plus proche du S&P 500 puis va avoir comme objectif de le battre à long terme. Je le répète encore une fois, ce produit-là est disponible en fonds puis je pense que c'est game changer pour nos conseillers. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les webmissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada, SRI, ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!